T'as des résultats merdiques. T'as des résultats merdiques. Merdiques. Alors qu'est-ce que t'es en train de branler dans ta tête là ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Je comprends pas. Je te dis, tu comprends pas, on n'a pas de limite, c'est ça que tu comprends pas, tu vois, tu comprends pas qu'on n'a pas de limite. Tu comprends pas. Donc maintenant, tu vas avoir des meilleures notes dans ta tête. Tu comprends ça ? Ouais. Ouais. Mais tu vas pas nous endormir. Je vous endors pas. Si, tu nous endors. Tu nous endors. Tu dors. Si je t'ai ramené là et je vois que tu t'es foutu de ma gueule, si après t'as répondu à une prof ou t'as encore tes mauvaises notes, ou tu fais le cahier d'or, on te retrouve bourré dehors, tu te dirais qu'une seule fois. On est d'accord. On est d'accord. Okay. Et tu feras la pute dans une des caves de la cité. On est d'accord. Le grand gaillard qui promet à ce gamin qu'il devra faire la pute dans les caves de la cité s'il n'améliore pas fissa ses résultats scolaires, c'est un policier. Ce document surréaliste a été filmé par un réalisateur de la fameuse émission documentaire Striptease. C'est d'ailleurs à ce jour l'épisode qui aura le plus fait réagir les téléspectateurs et sans doute aussi celui dont les conséquences auront été les mieux suivies et documentées. Le projet, c'est en fait, le collège nous avait sollicité pour des jeunes à comportement déviant au sein du collège qui n'étaient pas encore passés à l'acte sur la voie publique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire insulte au professeur, ça veut dire chahut pendant les cours, dégradation au sein du collège. Enfin, ça c'était avant que n'intervienne Arnaud Libert et son équipe pédagogique, bien entendu. Voici par exemple comment il va persuader Gianni de se lever le matin pour aller travailler gratuitement chez un petit entrepreneur de la région. Mais tu crois quoi ? Si je dois te traîner par tes cheveux là, tu vas y aller. De quoi ? Y a un problème ? Tu veux qu'on se tape ? C'est quoi ton problème ? Tu veux y aller ? Tu m'as trahi là, hein ? Tu m'as trahi, hein ? Tu me trahis, toi. Arrête de mitonner. Ok ? Allez, vas-y, lève-toi. Lève-toi, dépêche-toi, là. Un policier a été suspendu en région parisienne après un face-à-face, disons, musclé avec un mineur multirécidiviste. Il s'agit d'un policier municipal et la particularité, c'est que l'entrevue a été filmée et diffusée dans le magazine Striptease sur France 3. Le langage, vous allez l'entendre, est très cru, avec des pressions physiques. Est-ce justifiable ? Est-ce efficace ? La sanction contre le policier, en tout cas, fait réagir. Enquête Audrey Goutard, Patrick Desmully. Arnaud Libert est-il un homme violent ? Pujadas déforme un peu l'histoire. Gianni n'était pas multirécidiviste, il foutait juste un peu le bordel au collège. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire insulte au professeur, ça veut dire chahut pendant les cours, dégradation au sein du collège. On a vu plus flippant comme multirécidiviste. Vas-y, lève-toi. C'est cette scène qui a le plus choqué. Une plainte a été déposée par un syndicat de policiers municipaux et Arnaud Libert a été immédiatement relevé de ses fonctions. À un moment, il faut lui faire un électrochoc. Il faut lui dire « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» L'électrochoc n'était pas du goût de tout le monde, car il se trouve que certains, à ce moment précis, ont pris conscience devant leur poste qu'ils étaient en train de regarder une scène très violente, trop violente. Alors on s'est posé des questions, mais s'est-on posé les bonnes questions ? Arnaud Libert est-il un homme violent ? Celui-ci s'est bien entendu défendu d'être un homme violent, il a justifié ses méthodes et a même, quelques mois après avoir été viré de cette mairie de gauche, fini par retrouver un poste au service cette fois d'une mairie de droite qui, elle, n'avait aucun problème avec sa conception un peu old school de l'autorité. Mais comme je le dis dans à peu près chaque épisode, ce n'est pas Arnaud Libert le problème. Mais Pujadas n'est pas le problème. Donc là non plus, Arnaud Libert n'est pas le problème. Le véritable problème, le vrai malaise, c'est qu'aujourd'hui, dans un commissariat, un Arnaud Libert est possible. Pour certains, un Arnaud Libert est même souhaitable. Du muscle, oui. Mais le policier semble être le seul à écouter ses délinquants, à entendre le désespoir des familles. Ce que moi, je me suis dit en regardant ce documentaire, c'est que non seulement un Arnaud Libert est possible, mais qu'en plus, celui-ci accepte de se laisser filmer. C'est-à-dire que par exemple, il sait au moment où il fait basculer la chaise de Gianni, qu'il l'étouffe, qu'il l'insulte, qu'il va être regardé. Cela veut dire qu'il trouve sa violence fondée et l'assume tout à fait sans même se dire que certains vont la trouver inacceptable et que la présence de cette caméra indiscrète va finir par lui coûter son poste. Que peut-on en conclure ? Eh bien, peut-être que le niveau ordinaire de violence dans les commissariats de France aurait de quoi nous étonner si nous avions accès à ce qui s'y déroule à l'abri des regards et des caméras. Qu'Arnaud Libert soit un homme violent ou non, là n'est pas la question. La question, c'est que lors de la diffusion de cet épisode, ce qui a choqué, c'est que nous ne savons finalement rien des méthodes de la police en général, de son langage et des libertés qu'elle prend parfois avec les règlements. C'est sans doute parce que la violence policière est largement dissimulée et le plus souvent couverte qu'elle n'affole finalement qu'assez peu la société civile et que la classe politique ne la dénonce qu'exceptionnellement.
Bon, bien sûr, il y a les fameuses bavures, dont il arrive qu'elles soient trop grosses pour être passées sous silence. Il ne s'agit pas d'une bavure, on ne peut pas présenter les choses ainsi. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de Malik Oussekine. Les deux situations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et mon souhait à moi, c'est qu'il y ait de l'apaisement, parce que les gendarmes n'ont pas à être mis en cause de façon injuste. Le 19 juillet, mon frère interpellé par la police, donc a subi des violences et est rentré vivant à la gendarmerie en est sorti mort, le jour de son anniversaire. Trop de mystère autour des circonstances de sa mort. Adama Traoré est un exemple récent, mais les victimes de la violence policière se comptent par dizaines et s'accumulent au fil des années. Mais majoritairement, on a tendance à ne les voir que comme des incidents isolés, des incidents qui ne feraient pas système, au point de trouver parfois que ceux qui sont obsédés par les violences policières le sont pour de mauvaises raisons, et en rajoutent forcément. Je pense aux nombreuses victimes mortes par asphyxie avec 26 policiers sur le dos, par exemple. Une quinzaine de policiers sur le dos. Moi-même, je me suis retrouvé agressé par une douzaine de policiers. J'ai dû porter plainte, classé sans suite. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? On est dans un état soi-disant de droit. Oui, je crois. De droit? Oui. J'en suis pas sûr. Moi aussi, j'en suis sûr. J'en suis pas sûr. Parce que quand... Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais on est dans un état de droit. Il faut arrêter de faire des films. Mais on ne se fait pas des films, madame. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais on ne se fait pas des films. Sur ce sujet, il semble y avoir deux groupes en France. Ceux et celles pour lesquels il est évident que la police est violente, pour lesquels cette violence est en effet une menace à l'état de droit, et de l'autre, celles et ceux qui pensent que c'est largement exagéré, que les alarmistes en font trop. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais on est dans un état de droit. Il faut arrêter de faire des films. Pour l'anecdote, Mara Goyer s'est fait un nom en nous livrant par écrit l'expérience d'une jeune prof d'histoire de ZEP confrontée à la situation dramatique de ces jeunes de banlieue acculturés et gagnés par l'antisémitisme. Un sociologue, Stéphane Beau, avait fait dans Les Inrocks une critique de son bouquin qui mettait le doigt sur, je cite, « l'ethnocentrisme de classe de la jeune enseignante ». Alors est-ce ce même ethnocentrisme de classe qui nous fait souvent, comme Mara Goyer, ignorer ou minimiser la violence de la police? Est-ce parce que la classe moyenne, blanche et intégrée n'est pas la cible prioritaire du harcèlement des patrouilles de police que nous avons tout loisir, avec tout le recul qui nous caractérise, de trouver que ceux et celles qui se plaignent exagèrent sans doute un peu, qu'ils se font des films, mais que l'état de droit est globalement respecté et que, quand même, au fond, ça va? Lorsque la brigade s'arrête, en effet, après 15 passages successifs, notre équipe surprend cette scène. Micro et caméra cachés. Désolé d'avoir parlé avec vous. Vous me parlez mal, je ne vais pas parler. Eh bien, vous parlez pas. Ça se passera très bien. Ok? Maintenant, ils me contrôlent, ils savent que je suis en règle. Pourquoi ils viennent, ils me contrôlent constamment, 2 fois, 3 fois dans la journée. Et quand on leur dit on travaille, ils se marrent. Alors, on n'est pas tous des voyous. Il faut occuper le terrain, nous dit-on au commissariat de l'arrondissement. La Duchère n'est pas une zone de non-droit. Il faut dire que cette violence s'exerce sur des territoires particuliers, des territoires qui de toute façon ont déjà mauvaise presse. Les autochtones sont-ils vraiment de bonne foi? En tout cas, ils ne semblent pas assez crédibles pour qu'on les écoute lorsqu'ils s'emploient à dénoncer les dérives de l'autorité, ce qui, pour l'autorité, en fait des victimes idéales. Il faut compter les morts, c'est 15 morts par an tués entre les mains de la police, c'est une moyenne de 1 mort par mois. 15 morts? L'ONU... Alors, il n'y a pas de recensement. Moi, j'ai pas ce chiffre. Oui, vous n'avez pas ce chiffre puisque vous ne condamnez jamais. Vous ne condamnez jamais. Alors, c'est le recensement, c'est les familles. Alors, excusez-moi, c'est les familles. Le fait qu'on remette systématiquement en cause ce qu'ont à dire les familles de victimes, ça me fait un peu penser à cette scène de Breakfast Club dans laquelle le jeune rebelle du lycée s'est fait punir et se retrouve seul avec celui qui, dans l'établissement, ce jour-là, est le garant de l'autorité. Je peux te dire que je te foutrai une sacrée branlée, tu boufferas la terre avec ta grande gueule. Est-ce que c'est des menaces? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu espères qu'on va te croire? Tu te figures peut-être que les gens vont se fier à ta parole plutôt qu'à la mienne? Moi, je suis un homme qu'on respecte dans ce lycée. Les gens m'apprécient, je suis un type bien. Tandis que toi, tu es un sale petit menteur. Et ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, entre ce coup de pression et celui d'Arnaud Libert, il y a pas mal de points communs. Si ton père il veut pas te mettre des baffes dans la gueule, moi ça me dérange pas de t'en mettre. Des hommes respectables, dépositaires de l'autorité, s'autorisent à se comporter comme des brutes pour remettre un jeune dans le droit chemin de la société, et ce, à l'abri du regard de la dite société. Là seulement, la violence des institutions peut s'épanouir.
loin des regards, derrière les murs épais d'un commissariat ou sur les dalles grises des banlieues dans lesquelles le bourgeois ne met pas les pieds. Si ça dérape, on dira aux bourgeois que c'était une exception, qu'un policier seul a fauté. Et encore, pas tellement, vu les circonstances, toujours exceptionnelles. On lui dira que l'institution n'est pas en cause, et lui finira par accepter que cette violence n'est pas systématique, qu'elle est donc acceptable, qu'il ne faut pas exagérer, qu'il ne faut pas se faire de film. Et puis un jour, cette violence policière, la voici qui se déploie juste sous les fenêtres du bourgeois, en plein après-midi, sur des gosses qui, cette fois, pourraient être les siens. Nous éprouvons la même haine contre l'ordre et l'autorité que les mômes dans les lycées qui luttent et se font matraquer. Parce qu'ils refusent l'enseignement, ils prétendent que la liberté c'est leur avenir stérilisé dans la légalité bourgeoise. Nous ne pouvons pas nous taire quand un travailleur algérien se fait tabasser par les flics et insulté bien pire qu'un chien. Et qu'il faut pour que ça s'arrête qu'on soit des milliers dans la rue, Français immigrés tous unis, pour que les flics s'en relèvent plus. Dans les manifs contre la loi travail comme dans les nuits debout, des débats ont essaimé partout en France sur la responsabilité des flics, sur leur violence. Que devait faire le mouvement social face à une répression aussi brutale? Devait-on soutenir les manifestants et les manifestantes les plus déterminés qui n'avaient aucun scrupule à leur rentrer dedans frontalement? Ou devait-on au contraire ouvrir grand les bras aux flics, leur faire des bisous et des câlins en espérant qu'un jour ils rejoindraient la contestation? La question m'a intéressé, alors je me suis penché sur le sujet. Que faire de la police? Qui déteste la police? Est-ce légitime? Quel est véritablement le rôle de la police et comment l'appréhender en 2016? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cet épisode difficile qui traite d'une question un peu plus sensible. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Ah, l'État policier. Des images d'Épinal, ce mois de mai en a laissé beaucoup. Des slogans outranciers et des scènes de violences absurdes. Mai 68 à Paris, 6 semaines de crise, 9 jours d'émeutes, plus de 600 blessés, 3 morts. Des CRS qui tapent sur les manifestants, c'est pas nouveau. Il peut être assez marrant de noter que depuis 68, ils sont spécifiquement formés à cet exercice. Dans les mois qui ont suivi la révolte, on adapta les entraînements pour que les troupes aient à affronter leurs collègues déguisés en étudiants. Une pratique qui a toujours cours de nos jours, sauf que maintenant ces étudiants sont devenus des casseurs. Saint-Astier, près de Périgueux. C'est ici que les gendarmes mettent au point leur tactique pour ces situations de crise. Face aux casseurs, prêts à tout pour en découdre, il faut habituer les forces de l'ordre à dégager les obstacles, à affronter les situations extrêmes tout en gardant son sang-froid. Le mot-clé là, c'est sang-froid. De nos jours, on ne tire plus sur les syndicalistes, par exemple. C'était pourtant la méthode classique avant. Il est même arrivé qu'on envoie l'armée face à la foule en colère. Les ouvriers étaient vus au 19e et au début du 20e siècle comme une bande de brutes, d'animaux. Il n'était pas absurde pour des bourgeois effrayés par tant de bestialité et de violence que de demander à leur milice officielle de tirer dans le tas, tout simplement. On est dans une société qui est en forme de pyramide, où il y a une oligarchie, une minorité qui vit sur les autres, et pour faire tenir ça, il faut de la coercition, il faut de l'idéologie aussi, il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que la police les protège, mais aussi, il faut de la force aussi, il faut de la violence, et du coup la police sert à ça. Tous les marxistes, les anarchistes et les écolos vénères vous le diront, le rôle premier de la police, c'est ça, assurer pour le haut de la pyramide la sécurité intérieure, se battre donc contre l'ennemi intérieur, celui qui menace l'ordre social. Ce n'est évidemment pas le discours dominant aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on apprend aux enfants par exemple. La police, elle est là pour arrêter les voleurs, les méchants, pas pour terroriser les pauvres.
Vous retrouverez la même vision de la police sur TF1 dans quantité d'émissions truffées de groupes nominaux terrifiants, vous allez comprendre. Planques, filatures, caméras de surveillance. Maintien de l'ordre, lutte contre les trafics et vols en tout genre. Échauffourée, voies de fait. Ivresse nocturne. Homicide, bagarre à Pigalle. Interpellation musclée, bagarre, alcoolisme, conflits sociaux. Bagarre. Poursuite sans répit. Règlement de compte. Agression. Cambriolage. Les émissions dans ce style, j'en ai regardé un paquet pour préparer cette émission. Le plus souvent, je dois bien avouer que j'étais impressionné. C'est quand même vachement bien fait. Dans quelques jours, Jean-Louis à Charleville-Mézières et Tony à Évry feront leur premier tour de roue de motocyclistes de la police nationale sur le terrain. Putain, mais comment c'est trop classe! Donc voilà, pour cadrer le débat, si on schématise, on aurait là deux visions de la police. Pour les révolutionnaires, la police est une institution de contrôle social au service de la classe dominante. Elle est le bras armé de l'État, son visage le plus violent et le plus impitoyable. Les forces de l'ordre sont donc considérées comme des adversaires directs des peuples dans la lutte pour l'émancipation. Les républicains de droite comme de gauche n'admettent pas cette vision, car pour eux la police est au service du collectif. Ces agents font appliquer la loi qui a été décidée démocratiquement. Ils sont donc les garants non pas de l'ordre des dominants, mais du pacte social que les citoyens égaux ont librement conclu entre eux. Si on pousse un peu, on verrait presque les agents de police comme autant de lumineux gardiens de la liberté. Voilà, c'est une vision de la police très très Charlie. Alors moi je pense que ce qui s'est passé, du coup, il y a eu un choc très fort hein, après les attentats. Et quand il y a un choc, les gens sont très suggestibles. Il y a eu des opérations médiatiques, idéologiques, politiques très très fortes pour essayer d'imposer aux gens cette idée, on le fait depuis la maternelle, hein, que la police est là pour les protéger, pour sauver la veuve et l'orphelin, etc. Et du coup, bon, bien sûr, il y a des gens qui y ont cru, et il y a des gens aussi qui y croient parce que ça répond à leurs intérêts. Dans les classes dominantes, dans la bourgeoisie, même dans les classes moyennes, il y a des systèmes de privilèges qui ont besoin d'être protégés. Et du coup, il y a besoin d'une force pour ça, une force qui sera forcément violente. Protéger notre seul gloire, c'est aussi notre acte de foi. Mais quand on est un républicain qui se déclare pour l'émancipation, qui soutient Nuit debout, la révolution citoyenne, on a forcément un peu le cul entre deux chaises. On est pris entre deux cultures, celle du mouvement ouvrier et celle de la République bourgeoise. Voici par exemple ce que l'on enseigne dans les journées de formation du parti de gauche, le parti de Mélenchon. Simplement, nous, dans notre expérience militante, nous savons qu'au-delà de la fonction de force de l'ordre, de force publique, les policiers sont utilisés également à des fins politiques. Et que cette utilisation de la police à des fins politiques se retourne contre le mouvement social. Donc on ne doit pas avoir un discours simplement uniforme de condamnation de la police, mais de certains actes qui se mettent contre le mouvement social et qui doivent être condamnés en ce nom. Tout ce qu'on trouvera du coup chez Mélenchon, ce sera de temps à autre la dénonciation de telle ou telle pratique de la police, de ses méthodes douteuses et de son instrumentalisation politique. Les pratiques dont je parle, c'est cette présence dans les cortèges de manifestants de personnes infiltrées qui jettent des pierres, brisent des vitrines et ensuite sortent des brassards de police. Les policiers. Vous voulez dire qu'il y a des policiers qui jettent des pierres, qui brisent des vitrines? Oui, puisque j'ai même mis une photo sur mon blog. Ce qui m'a interpellé dans cette formation du PG qui avait pour thème la violence dans les mouvements sociaux, c'était le fait de ne dénoncer la violence de la police que lorsqu'il s'agissait d'une violence manifestement commanditée par le pouvoir politique. Simplement, nous, dans notre expérience militante, nous savons qu'au-delà de la fonction de force de l'ordre, de force publique, les policiers sont utilisés également à des fins politiques. L'intervenant ici se garde bien de considérer également comme politique la violence ordinaire des patrouilles de police dans leur rôle ordinaire de force de maintien de l'ordre. Une violence qui est pourtant au principe même de leur action au quotidien, et que j'ai du mal à ne pas voir aussi comme une violence politique. Pour illustrer le rôle social et politique de la police, on va se servir d'Arnaud Libert, tiens, parce que même si la situation est particulière, cet exemple est assez éloquent. Pour remettre Gianni dans le droit chemin, Arnaud a décidé que le meilleur moyen était de le mettre au boulot. Et Gianni va bosser, gratuitement, d'abord dans un restaurant, puis dans une entreprise de sécurité privée. Sécuriser le magasin. Voilà, je m'appuie clairement. Magasin. Dont le patron est vraisemblablement dyslexique, on ne se moque pas. Le tout contrôlé par Arnaud et par une mère de famille du coin que le policier a détaché auprès du jeune garçon. Sauf que bon, bosser gratuitement, au bout d'un moment, ça va bien. Jenny a compris qu'on se foutait un peu de lui.
Je fais que travailler gratuitement, ça sert à quoi? Pour l'instant, t'es pas en train de travailler. Pour l'instant, tu ne travailles pas. Ça sert à quoi? Je fais du travail de merde gratuitement. Du travail? Pour l'instant, t'es simplement en train de découvrir. Le travail, c'est pas ça. Tu sais pas ce que c'est, le travail. C'est pareil. Justement, je l'ai découvert, le métier de la sécurité. C'est de la merde, j'aime pas, voilà. Bah voilà, il veut plus y retourner. C'est le début de la grève. Non, mais moi, je vais pas. Ok, j'appelle la brigade du Tigre et on va voir. Appelle la brigade du Tigre. Arnaud, j'ai un gros problème avec Jenny. Y a aucune loi qui m'oblige, donc même si tu me frappes, je suis pas obligé d'y aller. Non. Bah non, elle est où la loi qui m'oblige? Y a une loi qui est marquée, je dois écouter le directeur de la police. Alors non, il y avait aucune loi qui permettait de mettre Gianni au travail forcé pour 0 € de l'heure. Le gamin avait vu juste. Mais que voulez-vous, les policiers aiment bien qu'on ait un emploi. Et si, face aux populations les plus marginalisées, leur mission n'était pas tout simplement une mission de normalisation et de contrôle de la déviance? Et dans ce cas, comment reconnaît-on la déviance? Eh ben le chômage, déjà, c'est un signe. La question de l'emploi, elle revient souvent dans les histoires de contrôle de police. Personnellement, je travaille. Je touche 1600 € tous les mois. Je peux me payer mes impôts, je paye comme vous. Si le chômage est un signe évident de marginalité, il ne saute pas forcément aux yeux. Le plus souvent, pour choisir leurs clients, les flics vont se fier à des signes plus visuels. C'est ce qu'on va appeler les fameux contrôles aux faciès. Et à un moment, j'entends « Ouais, Mokobe ». Très vite, on s'aperçoit que voilà, il y a un contrôle de police. En fait, c'était 2 gendarmes avec 2 petits de chez nous. Direct, il y a une voiture qui s'avance plus qu'une autre et qui essaie de me toucher, moi, de me percuter. Donc j'ai dit, le contrôle d'identité va malheureusement se passer de façon très musclée. Alors moi je connaissais bien les tâches classiques de répression du mouvement social qu'on confie aux forces de l'ordre, mais le vrai déclic sur le rôle social profond et la violence de la police, je l'ai eu il y a quelques temps en regardant cette série de vidéos. Donc ça commence par vos papiers, bande de bougnoules, bref, j'en passe et des meilleurs. Et comme il y en avait... Bon, nous on était relativement jeunes à cette époque-là, donc moi ça m'a clairement très effrayé de voir ça. Donc nous voilà, comme des grands frères, bon, on avait 18-19, mais c'était des petits de 14-15 ans. Le ton monte très vite, donc t'as un des gendarmes qui commence à s'énerver. « Toi, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que... » Son calibre, il me le met sur la tempe. C'est la première fois que je me retrouve avec un calibre sur la tempe. Tu imagines, pour un jeune de 18 ans. Donc j'ai vu mes premiers coups de matraque à l'âge de 15 ans. Là je vous ai mis que Mokobe et Medine, mais la série compte plusieurs saisons, et je vous encourage vraiment à aller écouter toutes ces histoires, surtout si vous êtes white, blancos comme moi, et que vous avez plutôt été épargné. On se rend compte en voyant ça qu'on ne peut pas, quand on n'a aucune idée de ce genre de pratique, percevoir la police ou même l'espace public de la même façon que des gens qui, dès l'âge de 15 ans, ont connu différentes formes de violence ou d'humiliation infligées par des représentants de l'État sur la voie publique. Et c'est sans doute là le point commun entre ce que les flics ont fait à Nuit debout, en manif, et ce qu'ils font en banlieue ou quand ils patrouillent en centre-ville. Ils contrôlent l'espace public, l'espace social, et veillent à ce que chacun soit bien à sa place. Si vous êtes là où vous n'êtes pas censé être, alors ils feront ce qu'il faut pour vous le rappeler, et faire en sorte que vous ne puissiez pas prendre vos aises. En manif, c'était la nasse, inquiétante, on était encerclés, et la BAC en civil menaçait à tout moment de saisir quelqu'un par le bras au milieu du cortège pour l'emporter vers une camionnette. À Nuit debout, c'était les évacuations régulières qui rappelaient aux Parisiens que la place de la République était une place de passage, une place marchande, pas une place citoyenne. Et en banlieue alors? Comment se faire une idée du travail de la police en banlieue quand, comme moi, on n'y vit pas et qu'on n'y a jamais vécu? France Inter, le 7-9 de Bruno Duvic. La police remplit-elle sa mission dans les quartiers? Comment travaille-t-elle? Quel rapport établit-elle avec la population? Pour le savoir, un anthropologue, enseignant à Princeton, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, a partagé le quotidien d'un commissariat de région parisienne et notamment des policiers de la BAC, la brigade anti-criminalité. Didier Fassin en tire un livre intitulé La force de l'ordre et qui est publié aux éditions du Seuil. Bonjour monsieur. Alors oui, son bouquin m'a pas mal aidé et je vous le conseille vraiment, notamment pour en finir avec certains clichés. Pour la BAC 75N, la brigade anticriminalité de la capitale, les nuits sont souvent mouvementées. Premier constat, ces flics de la BAC ou les autres, on les imagine un peu comme dans les séries télé, toujours sur le qui-vive. En fait, leur quotidien, c'est beaucoup d'ennui. Ce qui m'a d'abord frappé en sortant avec eux de jour, de nuit, dans leur véhicule, c'est l'inaction qui était complètement à l'inverse de ce que j'avais moi-même imaginé. Ils sont actifs
mais ils n'ont pas d'action à se mettre sous la dent, en quelque sorte. Et c'est tout le paradoxe, tout le problème. Imaginez un métier fait de longues périodes d'attente, qui demande en fait de la patience, mais pour lequel on aurait sélectionné des gens qui, eux, ne rêvent que d'action et de course-poursuite. La personne qui rentre en gendarmerie et qui n'aime pas tout ce côté stress, adrénaline, etc., je pense qu'il n'a pas sa place dans l'institution. Les gars, on leur a vendu du rêve, avec des bagnoles, des guns, des bagarres, et ils se retrouvent au poste, à attendre des coups de fil, et à remplir des papiers, ou alors à patrouiller pendant des heures dans des rues désespérément calmes. Faut-il s'étonner qu'ils aient souvent envie de provoquer un peu l'action ? Et donc il y a un décalage entre l'image de banlieue à feu et à sang qu'on peut souvent présenter et l'ordinaire de ces policiers. D'ailleurs, ce qui est assez mal foutu dans la police nationale, par exemple, c'est cette histoire d'affectation. Si les mieux notés choisissent souvent d'exercer leur métier dans leur région d'origine, les autres se verront affectés à une région qu'ils n'auront pas choisie, souvent loin de chez eux, un terrain qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils ne connaissent que par ce qu'en montre la télé. De toute manière, on voit tout, vous voyez bien aux informations, etc., avec tout ce qui se passe, les kalachnikovs dans les cités, etc. Donc oui, forcément, on peut rencontrer des personnes en face de nous qui sont armées, et voire même mieux armées que nous. Quand vous arrivez dans ces zones sensibles avec ce genre d'image, vous flippez. Et qu'est-ce qu'on fait quand on flippe ? Des conneries qui seront toujours justifiées par la situation, les banlieues sont dangereuses, il est normal qu'on y prenne moins de gangs dans les beaux quartiers. L'interpellation est musclée. Il faut aller très vite car Michel et son équipe interviennent en plein cœur d'une cité où la police n'est pas la bienvenue. Pour l'avoir fait moi-même, lorsque vous allez intervenir dans une cité à 18h, où effectivement, une cité comme j'en connais à Romainville, où vous avez 22-23 bâtiments, que vous arrivez à 6 fonctionnaires de police, immédiatement, vous vous sentez en insécurité en tant que fonctionnaire de police. À partir de là, la relation, la communication que vous allez avoir sera forcément dégradée au départ. Et alors, qu'est-ce qu'elle y fait la police dans ces quartiers concrètement, entre deux interpellations sérieuses ? Eh bien, elle y procède à des contrôles d'identité, comme celui que je vous ai montré un peu plus tôt. Ces contrôles sont les prétextes à des échanges parfois tendus, parfois cool, mais dans lesquels le but est toujours le même, soumettre les contrôlés, les soumettre à l'autorité de la police et finalement de l'État, les soumettre à l'ordre social, à la hiérarchie de la société. On peut a priori s'interroger sur l'efficacité de ces contrôles, puisque les jeunes, en l'occurrence, disent « mais vous nous avez déjà contrôlés hier ». Pour la police, le contrôle d'identité est un moyen. Il n'a besoin d'aucun prétexte, mais il est une arme à la disposition des agents qui crée l'occasion d'un contact, d'une interaction, alors même qu'aucun délit n'a été commis. Je suis derrière un petit groupe un peu agité, j'aimerais pouvoir procéder à des contrôles d'identité. T'inquiète pas, on est Par exemple, eux là, qu'est-ce qu'ils font qui justifie un contrôle ? Eh ben ils parlent fort, ils sont jeunes, et ils sont stimulés sans doute par la présence de l'équipe de tournage de TF1 qui leur donne ici l'occasion de faire un peu les kékés devant les caméras, mais les flics n'aiment pas ça. Un simple contrôle d'identité mobilise une dizaine de policiers. Alors voilà, on en chope un, au pif, un pas plus agité que les autres, mais pas de bol, c'est tombé sur lui. De toute façon, lui ou un autre, le plus important c'est d'envoyer un message. mon serré encore. Je vis même bien aujourd'hui, voilà, même bien. Calmez-vous les gars. L'habitude, Calmez-vous. Vous calmez, vous arrêtez, ça sert à rien de vous exciter, ok ? Ouais, écoutez. Parce que si c'est pour attirer l'attention, si c'est pour... 2 trains parce qu'ils nous ont arrêtés. Ouais mais les gars, vous avez vu comment vous avez vu votre comportement ? Juste on est... Non, il n'y a pas le comportement comme ça. Il n'y a pas à avoir de comportement comme ça. Alors c'est pas compliqué, soit vous vous calmez, soit moi je vous emmène au commissariat et je vous gâche l'après-midi. C'est clair ? C'est clair ? J'ai choisi cette séquence parce qu'elle est parfaite pour illustrer le rôle de contrôle social de la police. On voit bien que le contrôle d'identité est juste un prétexte pour mettre un bon coup de pression. Le flic, qui reste cool, peut-être parce qu'il est filmé, peut-être parce qu'il est cool, on sait pas, menace un gosse qui n'a rien fait d'autre que de parler fort et de faire le malin. La menace là, c'est de lui gâcher l'après-midi en l'interpellant pour que dalle s'il continue à faire le guignol. On est à Châtelet, en plein cœur de Paris. Pour l'agent, ces gamins ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas à leur place. Vous avez quel âge ? 17 ans. 17 ans ? Ouais, je vais sur le 18. Vous allez faire quoi sur la capitale ? Paris. C'est samedi, hein, c'est... Ouais ? Moi je suis content de voir tout le monde ici sur le quartier. Le seul problème c'est qu'il faut se comporter correctement. On est d'accord ? Et il n'y aura aucun problème avec nous. Allez.
Là, vous avez vu le rapport de force, hein, tout de suite, on s'est retrouvé à un policier pour 2-3 individus, donc bon, c'est pas évident à gérer. Oh bah oui, un groupe d'adultes formés et équipés contre une bande de gamins de 17 ans en sweatshirt, ça doit être sacrément flippant. Bref, faire respecter l'ordre urbain, mais surtout se faire respecter, pour un flic, c'est important, même en l'absence de délit. Un regard de travers, une réflexion, un semblant d'attitude rebelle, et l'officier, le représentant de l'État, peut voir rouge et décider de cogner. Et dans ce cas-là, inutile de chercher à discuter, les flics sont fiers de ne pas faire dans le social. Les policiers sont en nombre. Malgré tout, les jeunes continuent de défier leur autorité. Samira et ses collègues prennent le relais. Pour faire face à la résistance des jeunes, ils n'ont pas d'autre choix que de les repousser manu militari. Les jeunes finissent par lâcher prise et repartent. Faut insister pas mal ce soir, les gens sont assez énervés, alcoolisés, donc après on n'a pas d'autre choix que d'employer la force nécessaire. Ah bah s'il n'y a pas d'autre choix. Non, c'est surtout qu'ils savent pas faire grand chose d'autre. La plupart ont signé pour de l'action et de l'adrénaline, alors l'idée c'est de ne surtout pas gâcher une occasion de jouer les gros bras, de profiter de cette violence légale pour laquelle on s'est engagé. C'est comme ça, après vous croyez que le quartier va se calmer. Ah bien sûr, alors on se met d'accord que le quartier soit calme ou pas, on s'en branle. Nous à la limite, plus ça merde, plus on est content. Parce que nous on n'est pas des gestions sociales. On a souvent en tête l'idée que les forces de l'ordre sont là pour faire respecter la loi, qu'en gros, ils seraient le bras armé de la justice. C'est la vision républicaine dont je parlais plus tôt. Nous, on se met d'accord ensemble sur des lois, et eux, ils les font respecter. Alors, on voit bien à travers l'abus de contrôle d'identité à quel point la loi peut être extrêmement secondaire dans le travail du flic. La loi, c'est le moyen, mais pas le but. C'est ce renversement que nous propose de faire Michel Foucault. Et si la justice n'était là que pour être au service de la police, dont la mission de contrôle social serait finalement prioritaire. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. Et si on part de ça, on comprend également mieux pourquoi la justice condamne si peu de policiers. Si dans l'ordre symbolique et historique la justice est subordonnée à la police, pourquoi viendrait-elle lui mettre des bâtons dans les roues ? Finalement, c'est le législatif qui crée le délit. Sans la loi, il n'y a pas de délit. Et s'il n'y a pas de délit, les moyens de la police sont tout à fait limités. Donc, pour policer le corps social, pour le mater, le dresser, il suffit alors au législateur d'inventer des délits, parfois à la demande des syndicats de police ou des dirigeants politiques. Comment donner les moyens aux flics de harceler les jeunes de banlieue ? Il suffit de créer des délits spécifiques. Il suffit d'interdire de cracher par terre, il suffit d'interdire de se rassembler dans les halls d'immeubles, il suffit de maintenir le caractère répressif de la législation sur le cannabis. Tous ces délits mineurs, ces délits nouveaux, sont autant de prétextes pour contrôler les populations jugées dangereuses, les pauvres et les racisés. D'ailleurs, la sévérité de la police sur le cannabis, par exemple, est à géométrie variable, on le sait tous. Le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Pendant l'été, en début de soirée, le terre-plein central est envahi par les pique-niqueurs et les touristes. Un terrain de chasse immense pour les pickpockets. Les policiers connaissent leur place dans l'ordre social. Ils ont leur vision de qui sont les bons, qui sont les méchants. Ici, le but de cette surveillance ne sera pas d'emmerder les jeunes bourges, quand bien même fumeraient-ils de grosses spliffs. Le but, ce soir, c'est de les protéger, car des Noirs et des Arabes rôdent dans l'ombre, et comme toujours, c'est eux qu'on est venu traquer. Sur le Champ de Mars, c'est quand même une population assez aisée, c'est des petits jeunes aisés, donc c'est là où ils peuvent commettre des méfaits. On rejoint exactement ce que disait Mathieu Rigous plus tôt sur le système de privilèges qui doit être maintenu. Les bourgeois, en effet, en venant ici avec leur thune et leur téléphone, s'exposent aux pickpockets. C'est comme ça que TF1 présente les choses, mais on pourrait le dire autrement. On pourrait dire que ces privilégiés s'exposent à la réquisition discrète de leur richesse excédentaire par une partie de la jeunesse déclassée et paupérisée. Pour les flics, en tout cas, faut faire en sorte que ça n'arrive pas, et que rien ne puisse inquiéter la jeunesse dorée. Donc le jeune homme avec la veste Adidas avait les mains comme ça, et justement a fait comme ça dans sa poche intérieure, et a balancé l'iPod sur la droite, et je l'ai ramassé et je l'ai donné à un de vos collègues. Voilà un Jean-Baptiste qui sera à jamais reconnaissant, car sans la police, l'iPod aurait pu tomber entre de mauvaises mains. Non mais j'aurais dû rester plus près de mon sac.
La jeune fille a porté plainte pour tentative de vol. Et votera désormais Front National. Tant que le marché du travail était porteur et qu'il avalait tout le monde, on voyait bien qu'il y avait une fraction de la jeunesse prolétaire qui prenait des raccourcis pour accéder à la consommation de masse. Mais à vrai dire, on s'en inquiétait pas beaucoup parce qu'on connaissait le remède. Il suffisait de les ramener vers le marché du travail et à ce moment-là, ils avaient un contrat à durée indéterminée, un statut, ils pouvaient louer un appartement, acheter une voiture à tempérament, se marier et tout, c'était fini. Autrement dit, c'était un problème temporaire de socialisation d'une fraction de la jeunesse. Ce n'était pas très affolant. À partir du milieu des années 70, changement radical, les non spécialisés ont de plus en plus de mal à entrer dans le marché du travail, en tout cas dans ce qu'on appelle le premier marché du travail, c'est-à-dire celui à statut. Ils ont accès au mieux au deuxième marché du travail, au marché du travail précaire, dont les vertus socialisantes ne sont pas évidentes. On galère de petit boulot en petit boulot, etc. Ça devient beaucoup plus angoissant parce que on ne voit plus bien quel est le remède. Il s'agit là de persuader des gens qui ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont hors jeu, qu'il faut quand même qu'ils respectent les règles du jeu. C'est une démonstration qui demande beaucoup de persuasion. Mais oui, mais quand on atteint un tel degré d'inégalité au sein d'un même pays, tant que des millions de personnes vivant difficilement verront quelques autres avoir accès à des biens et des services qui seront refusés à tout le reste du pays, faudra une force pour maintenir ça en place. Faut bien prévenir la rébellion, et quand elle a lieu, il faut la réprimer. Le fait que la surenchère sécuritaire ait eu lieu en parallèle de l'explosion néolibérale des inégalités n'a finalement rien de surprenant. Quant au harcèlement quotidien que vivent les jeunes des quartiers, Didier Fassin résume très bien le but de l'opération, sa fonction première. L'habitude de l'humiliation doit produire l'habitus de l'humilité. Revenons pour finir à Nuit debout et à notre jeunesse blanche et révoltée. Celle-là n'a pas encore reçu sa petite leçon d'humilité. La voilà donc qui s'indigne du traitement qu'on lui inflige. Mais prudemment, elle ne veut pas faire d'amalgame. Après tout, on a besoin de la police. Après tout, nous aussi, on a des iPods et des smartphones. Et puis, il faudrait pas qu'on fasse d'amalgame non plus entre les casseurs et les honnêtes manifestants, les gens normaux. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le gouvernement joue le pourrissement, joue la violence. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en péril la vie des gens ordinaires, puisque le 1er mai et à d'autres reprises, on a vu des gens normaux se faire gazer, se prendre des coups de matraque. Il y a une vieille, elle s'est pris un coup de matraque, elle a le crâne ouvert. C'est quoi ce délire? Donc ils mettent en péril la vie des gens normaux, ils mettent en péril la vie des keufs. Là, par exemple, on a un discours assez Nuit debout et assez Mélenchon. C'est exactement la ligne républicaine de gauche dont je parlais plus tôt. On ne dénonce que l'instrumentalisation par le pouvoir politique de la violence de la police, sans aucune critique de l'institution policière elle-même. Au contraire, on accrédite même l'idée selon laquelle il y aurait des casseurs et des gens normaux. Donc en gros, tout le monde serait gentil à la base, les flics comme les manifestants, et ce serait le gouvernement qui aurait tout fait pourrir. La violence légitime du mouvement social et celle institutionnalisée du bras armé de l'ordre dominant sont renvoyées dos à dos comme si elles étaient à égalité. Les flics, ils ont des chances de voir leur image dans la population ternie, parce que qu'est-ce que c'est des flics qui matraquent des vieux, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce que c'est des manifestants qui sont tellement violents, qui sont obligés qui se sentent obligés de gueuler, d'envoyer des trucs et de dégrader des biens. Ça aussi, ça nous fait passer pour des cons. Moi je suis pas sûr. Et si, au contraire, ça faisait en sorte qu'on soit plus pris au sérieux qu'avec des djembés, des fanfares et des friogs pour les keufs. Parce que je suis désolé, mais même si l'idée c'est de convaincre les flics et les gendarmes qu'on est gentils, les câlins et la discussion calme, c'est pas trop leur culture, je suis pas sûr que ça leur parle. Ce n'est que mon opinion, mais à l'heure où certains semblent attendre une convergence des luttes entre le mouvement ouvrier, les précarisés des métiers de service et les mouvements des quartiers, à l'heure où des gens comme Almami Kanouté, qu'on a vu en début d'émission, essaient de construire cette convergence avec des tentatives comme Banlieue debout, il serait peut-être temps qu'on s'attaque sérieusement à la question de la police et de son action. Parce que c'est pas comme si ça faisait pas des années que des gens comme Amal Bentounsi nous interpellent sur ces sujets avec des actions, des campagnes, des manifs. Donc c'est bien gentil d'attendre que les quartiers rejoignent les luttes qui nous intéressent, quand personne, le reste du temps, ne s'intéresse aux luttes qu'ils mènent, seuls contre tous. Alors j'aurais pu vous parler de plein d'autres trucs parce que le sujet est vaste, de la politique du chiffre et de ses ravages, de la surveillance généralisée, des méthodes de la BAC directement héritées de nos expériences coloniales, ou même du marché mondial du maintien de l'ordre, dans lequel la France tient une place honorable, elle qui n'est jamais la dernière pour fournir du matériel, des méthodes et du savoir-faire aux pays qui veulent tenir leur populace tranquille.
Dites-vous par exemple qu'on envoie partout dans le monde des gens comme Arnaud Libert pour former les flics et les sociétés privées de sécurité à nos techniques de répression. Alors je vous présente Monsieur Arnaud, Monsieur Guy, qui sont les premiers formateurs. Alors, bonjour, merci d'être venu. Nous, on arrive, on vous entraîne, on vous forme, on vous équipe. Derrière, évidemment, nous, on espère décrocher des contrats, et on fait tout pour. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être ce qu'il est devenu, Gianni, le gamin qui voulait pas bosser. Ben il s'y est mis, ils l'ont eu, à l'usure. Il est d'ailleurs aujourd'hui le meilleur avocat des méthodes d'Arnaud Libert. Enfin, il n'a pas été violent, il m'a plutôt mis la pression pour que je m'en sorte, quoi. Ça n'a pas été, il m'a pas tabassé, quoi. Enfin, ça n'a pas été de la vraie violence. Est-ce que vous pensez que l'action de la police municipale vous a vraiment servi? Ouais, je pense quand même qu'elle m'a aidé. La question c'est, et nous? Est-ce qu'on va mettre aussi le genou à terre face à l'autorité bienveillante de la police qui finalement ne nous veut que du bien, ou est-ce qu'on va finir par trouver que, tout compte fait, Gianni, on a fini par éteindre quelque chose chez lui, et qu'il était vachement plus stylé quand il acceptait pas qu'on se foute de sa gueule? Je fais que de travailler gratuitement, ça sert à quoi? Pour l'instant, t'es pas en train de travailler. Pour l'instant, tu ne travailles pas. Ça sert à quoi? Je fais du travail de merde gratuitement. Ça peut l'injustice et la tempête est programmée. Tout va de plus en plus vite, oui la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terrorisme officiel. Les gains multi pour instaurer la surveillance et la peur éteignent la télé. Et leurs émissions d'arriérés éteignent ta télé. Avant de finir complètement aliéné. Propagande de peur pour une soumission officiale. Métro boulot d'odométrie et fichage. Les rebelles groupes ils s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de non-retour, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, ça peut l'injustice. Est-ce que cette violence, elle va faire partie du paysage? Quelle violence? Qu'on l'appelle violence ou non, mais ce type de situation du moins. Mais ça, il arrivera ce qu'il arrivera, et moi je pense que oui, je pense que malheureusement, j'ai été un pacifiste toute ma vie, j'étais un non-violent toute ma vie, mais malheureusement je ne crois plus au pacifisme, je crois en la violence, parce que vous voyez par exemple, on a pété la sous-préfecture de Compiègne, ça faisait 6 semaines qu'on réclamait des négociations. Aucune négociation n'était acceptée. On a pété la sous-préfecture de Compiègne. 3 heures après, on nous autorisait tripartite, tout ce qu'on voulait, on l'avait. Les agriculteurs, ils pètent, ils ont, obligatoirement. C'est la seule Les taxis, mais oui. Parce qu'on est dans une société où il n'y a que ça. Les gens en face, les puissants n'ont peur que de ça, n'ont peur que de la violence. Pourtant, ça dessert les syndicats, là, ce qui se passe. Mais non, ça les dessert. On parle plus du conflit social, on parle que de l'affaire de la chemise. Ça dessert rien. Et nous, je vais vous dire, quand on a été convoqué, quand j'ai été convoqué au commissariat de police en garde à vue, les contis sont descendus à 800. Ils ont attendu pendant 2 heures simplement devant le commissariat. On est rentré, on est ressorti, on a signé un papier, on est ressorti aussitôt. Mardi dernier, c'est ça qui leur fait peur.